En fait, je pense que la logique est de se dire que. Enfin, souvent, on a souvent la logique qui est de dire ok, soit on construit une boîte qui est rentable, soit on construit une boîte qui fait de l'hypercroissance. En fait, on peut gérer les deux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'hypercroissance ou qu'on veut avoir de l'hypercroissance que ça doit nous servir d'excuse pour mal gérer notre boîte, faire de la merde avec le cash que nous donnent les investisseurs. Tu vois. Salut Sixte, Salut, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, super. Je suis très content de te recevoir. Tu as créé Nestor. Nestor, c'est de la livraison de repas le midi pour les employés de bureau, entrée, plat, dessert pour 15 €, livraison incluse. Ouais. Ça cartonne, ça fait 3 ans que vous avez créé, vous faites 15% de croissance par mois depuis 3 ans, vous vendez des dizaines de milliers de repas par semaine, vous êtes passé de 30 à 70 employés en 10 mois. C'est incroyable. Il y a un truc dont tu as parlé récemment dans un gros article, c'est que vous êtes passé de faire énormément de cash burn en mode startup, un peu comme tous les concurrents sur la livraison de bouffe sur le marché, à la recherche de la rentabilité. Comment ça s'est passé ce truc-là? Quand est-ce que tu as eu cette réalisation-là vraiment à ce moment-là? Je pense que ça, à ce point-là, on l'a eu de manière assez naturelle. Quand on s'est rendu compte qu'on avait tout simplement plus de cash en banque, on s'est posé la question de savoir si on allait continuer à lever pour cramer encore plus ou si on allait peut-être arrêter un peu les conneries et commencer à se concentrer pour construire une boîte qui puisse être vraiment présente sur de long terme. On voyait autour de nous des boîtes à l'étranger qui avaient levé des dizaines ou voire quelques centaines de millions d'euros ou de dollars et qui étaient tous en train de battre de l'aile, des boîtes comme Spree, comme Spoon Rocket, comme Maple, qui avaient le même business model que nous. Et en fait, nous, ça nous a pas mal fait tilt. Et en fait, surtout, on a eu je pense, cette expérience où, en gros, on avait été au début dans une logique hyper croissance. Parce que le secteur le demandait. On était dans le secteur de la food delivery, on l'est encore. C'est un secteur qui a explosé, les habitudes des consommateurs ont changé radicalement en 2 ans. Il y a 3 ans, les gens ne se faisaient pas livrer autre chose que des pizzas, des sushis ou autres. Maintenant, tu te fais livrer à l'heure du déjeuner, du dîner, du goûter. Enfin, c'est vraiment rentré dans les habitudes en France. Et en fait, ça a poussé à toutes les startups du milieu à avoir cette logique de ok, je pense croissance, et le but est d'avoir la croissance qui soit la plus forte possible. 20, 30, 40% par mois, il faut vraiment grossir le plus vite. Et donc du coup, nous on était dans cette logique-là parce qu'on sentait qu'il y avait un business et qu'il fallait pas perdre de temps. Et donc on a investi à balle. On a investi à balle déjà dans la première cuisine, ensuite dans la croissance, dans le marketing, et on faisait des trucs qui étaient absurdes en fait avec du recul. On achetait des consommateurs plus chers que le prix, c'est-à-dire qu'on achetait des consommateurs 15 balles, on avait parfois un commercial qui vendait un menu par heure. Et ça nous dérangeait pas en fait parce qu'il nous apportait un menu, mais pas grave s'il nous coûtait 15 € pour un menu qui nous rapportait peut-être 15 €. Même s'il y a du repeat derrière? Et parce que en fait on regardait même pas le repeat, Ouais. on s'en foutait. Ce qu'on voulait savoir c'est juste est-ce que la semaine suivante on fera plus de repas que la semaine précédente. Et donc que ce soit du repeat ou pas, ou qu'on achète des clients qui consomment sur du one shot, c'était quelque chose qu'on ne regardait pas. Et on ne le regardait pas déjà parce qu'on était happé par la croissance et qu'on n'avait même plus le temps de regarder ça, parce on gérait les OP, et il fallait qu'on gère déjà cette croissance-là d'un point de vue opérationnel qui était compliqué à faire et que c'était pas notre logique. Et sauf qu'à un moment, on a levé 900 000 € en avril 2016. Au départ, ça devait nous permettre de tenir 18 mois, structurer la team au niveau du support, au niveau des opérations, faire des travaux, acheter du matos. Le problème, c'est que ces 900 000 balles, on les a cramés en 3 mois. Donc on est revenu voir nos investisseurs, la queue entre les jambes, en leur disant écoute, on aura besoin d'une petite rallonge pour tenir un peu les 18 mois. On a dit ok, vous aurez besoin de combien? De la même somme, 900 000 balles. La petite rallonge. Elle dit ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas trop ce qui se passe, on perd de l'argent. Alors on a vu qu'on cramait beaucoup d'argent d'un point de vue marketing, on a coupé les coûts marketing, on fait un peu moins les cons là-dessus, mais on continue de cramer beaucoup trop d'argent, on crame encore 150 000 € tous les mois. Et à ce moment-là, Oussama nous dit écoute, Six, franchement, on fait pas chier, il regarde les factures. Et il regarde toutes les factures un par un. Et clairement, quand tu es entrepreneur, te faire chier à perdre toute une journée à regarder les factures, ligne par ligne, voir où est-ce que tu gagnes de l'argent, où est-ce que tu en perds, c'est pas du tout l'idée que tu te fais quand tu lances ta boîte. Tiens. Mais bon, à un moment, moi, t'as pas le choix, il faut que tu tiennes jusqu'à la fin du mois, donc je regarde toutes les factures un par un. Et en fait, c'est là où je me rends compte que je maîtrise pas ma boîte, quoi. Et que ça fait 18 mois que je maîtrise rien.
que j'ai une putain de croissance, c'est cool, on est content, on vend plus de repas, mais en fait, à côté de ça, on perd un fric fou uniquement parce que je gère rien du tout. Je gère pas mes fournisseurs, je gère pas mon marketing, je gère pas mon personnel, je paye 20% de plus, je suis facturé 20% de plus que ce que j'ai négocié. Et en fait, ça, je m'en rendais même pas compte avant et ça me posait même pas de problème. Ouais. Donc, on a commencé à faire tout ce travail-là, à regarder tous les coûts de Nestor, à regarder concrètement où est-ce qu'on perdait de l'argent, où est-ce qu'on se faisait clairement avoir par rapport à nos fournisseurs, où est-ce qu'on avait des achats qui étaient non maîtrisés, qui servaient à rien. Et on a vraiment structuré la boîte comme ça. Et on a construit notre culture autour de ça, autour de cette gestion du cash, en partant du principe qu'en fait, le plus important dans ce secteur-là, c'était pas tant d'avoir de la croissance, parce que toutes les boîtes ont de la croissance. C'est-à-dire que livrer un repas, entrée, plat, dessert en moins de 20 minutes, qui va être plus quali que ce que tu peux trouver au bistrot, tu trouveras des consommateurs pour le faire. Parce qu'on apporte quelque chose qui a une valeur ajoutée qui est supérieure. En revanche, construire une boîte qui soit rentable dans un secteur qui est hyper concurrentiel, dans lequel les coûts marketing sont hyper élevés, dans lesquels les coûts logistiques sont monstrueux parce que c'est la problématique du dernier kilomètre, avec des denrées périssables, et dans lesquels en fait le panier moyen est assez faible, donc des marges qui sont vraiment ridicules, bah ça c'est compliqué. Et en fait on s'est vraiment rendu compte qu'on était dans un business d'épicier, tu vois, un business de centimes, et que chaque centime comptait, et qu'il fallait qu'on soit dans une logique où à chaque fois qu'on dépense un centime, il fallait soit que ça améliore le produit et que ça améliore l'expérience client, soit que ça nous booste la croissance. Mais si la réponse est non à ces deux questions, on estime que c'est du luxe et puis en fait on ne paye pas ce truc-là. Typiquement, par exemple, notre open space, il est hyper frugal. T'as pas de cloison, ça va être des cloisons en carton, parce qu'une cloison en carton, ça te coûte 20 balles chez Leroy Merlin, alors que ça te coûterait 1000 ou 2000 euros d'avoir la même cloison en verre, poli, hyper stylé et tout, tu vois. Le problème, c'est que les 880 euros que tu gagnes en achetant une cloison en carton, tu vas pouvoir la réinjecter dans la croissance, ou tu vas pouvoir le réinjecter dans un produit, dans un poulet de meilleure qualité, dans des produits frais, dans des produits bio, dans des produits de saison, etc., etc. Et en fait, c'est ça ce qu'on veut apporter. C'est-à-dire ce qu'on veut apporter au consommateur, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et pour ça, il faut qu'on supprime tout ce qui est de l'ordre du fast et ce qui est de l'ordre du luxe, ce qui n'est pas évident quand tu es entrepreneur et quand tu es jeune, et te focaliser uniquement sur le produit et sur le client. Et le reste, tu t'en fous. C'est intéressant parce que cette réalisation-là, ça se voit que c'est toi, c'est devenu toi, quoi. À l'époque, c'était pas le cas. Genre, quand tu as commencé, c'était pas le cas. Il y avait cette notion de croissance à tout prix, d'aller le plus vite possible, comme tu disais. Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais quand même pu démarrer Nestor? Si tu avais commencé frugalement, ça aurait marché aussi bien que où vous en êtes maintenant? Oui, parce qu'en soi, on a commencé simplement aussi, tu vois. Quand on a commencé, on avait mis 500 euros chacun sur la table et on a tenu 6 mois comme ça. Et on a bootstrappé la boîte pendant 6 mois. Et on a eu une croissance qui était énorme. Donc, en fait, je pense que la logique est de se dire que... souvent, on a souvent la logique qui est de dire, OK, soit on construit une boîte qui est rentable, soit on construit une boîte qui fait de l'hypercroissance. En fait, on peut gérer les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'hypercroissance ou qu'on veut avoir de l'hypercroissance que ça doit nous servir d'excuse pour mal gérer notre boîte, faire de la merde avec le cash que nous donnent les investisseurs. Tu vois. C'est un peu ça la logique qu'il faut avoir. Clairement, c'est vrai qu'on a pris des risques au début qui nous ont permis d'arriver là où on en est. Mais c'est pas parce que tu as cette notion de la frugalité que tu deviens averse au risque. On a toujours cette question, on a toujours cette idée qui est de dire, OK, dès qu'on peut faire un all-in, on va le faire aussi, tu vois. Mais c'est un all-in où on sait ce qu'on fait, tu vois. On sait que potentiellement on risque de faire tomber la boîte en faisant ce qu'on fait, mais on le fait parce que ça va nous apporter de la croissance. En revanche, juste dire je vais payer 30% de mon fournisseur parce que je gère pas et que ça me fait chier de gérer mes factures, c'est juste de l'irresponsabilité, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est un peu différent et je pense que c'est pas quelque chose qu'on apprend au début déjà quand c'est la première boîte qu'on lance. J'avais 21 ans, j'étais encore en cours. Clairement, on t'apprend pas à gérer une boîte en cours, tu vois. On t'apprend pas à gérer une boîte à 21 ans. Donc c'est quelque chose que tu apprends sur le tas. Et je pense que l'expérience qu'on a eue, je pense qu'elle a été hyper bénéfique. C'est-à-dire que la claque qu'on s'est prise, c'est ce qui a forgé la boîte. Et je pense que sans cette claque-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait fait de la merde et on aurait probablement arrêté la boîte 1 ou 2 ans auparavant, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça a été hyper positif, ça a forgé notre culture et ça nous a, je pense, permis de pouvoir progresser radicalement sur cette question de gestion de la boîte. On a encore plein de trucs à apprendre, mais clairement, quand tu es entrepreneur et que tu as 21 ans, tu apprends sur le tas en fait. Comment tu l'as vécu toi, la claque?
Mal. C'est-à-dire? Bah, en fait, tu pars d'un. Pendant 18 mois, on te dit que ouais, ta boîte elle est stylée, elle est cool parce que tu as de la croissance et tout. Et en fait, assez vite, tu perds un peu le contrôle de ce que tu fais, de ce qui est bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et la claque, elle arrive un peu, si tu veux, comme un coup de fouet qui vient de dire en fait que t'es juste une merde, tu vois, que t'as rien fait. Tu vois, t'as lancé une Alors que boîte. tu croyais que... Non, mais alors que tu dis, ok, j'ai fait un truc, c'est super, je suis en train de construire une boîte révolutionnaire dans le monde de la restauration. Assez vite, tu te dis ça parce que c'est hyper enivrant en fait la croissance. Et avoir 20% de croissance, même, toi, on était sur une période où on faisait du 10 à 15% par semaine pendant plusieurs mois. Donc c'était juste monstrueux. Et donc quand tu commences à avoir ça, ça devient enivrant et t'as un peu moins les pieds sur terre. Cette claque-là, l'avantage, c'est que tu vois, elle te remet un peu à ta place. Elle te fait comprendre que, premièrement, déjà, tu n'as rien fait, et deuxièmement, que, en fait, tout ce que tu as fait, tu l'as mal fait, tu vois. Donc, tu redescends un peu, et tu te remets sur le terrain, tu te remets dans ta boîte, tu restructures ta boîte, tu reprends facture après facture, et je pense que cette humilité, elle est hyper importante en tant qu'entrepreneur, parce que on peut assez vite être enivré par la croissance, alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas atteint la mission qu'on s'est fixée au début en lançant la boîte, la mission finale, bah, on n'a rien fait. Et pour l'instant, là, aujourd'hui, on n'a rien fait. On a fait une boîte qui fonctionne assez bien à Paris. Mais on n'a rien fait à l'étranger. On n'a pas scalé encore notre boîte. On en est encore qu'au prototype, tu vois. Et en fait, c'est hyper important de garder ça en tête parce que c'est ce qui nous permet, je pense, d'avoir cette logique d'apprentissage. De se dire, ok, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui me manque pour arriver à cet objectif-là? Et quel est le problème aujourd'hui dans ma boîte, tu vois? Plutôt que de se dire, ok, c'est cool, j'ai une belle croissance. Et t'as pas besoin quand même de te dire on a fait quelque chose? Parce que tu dis, enfin, c'est hyper extrême de dire on n'a rien fait, c'est pas vrai, tu vois, fondamentalement c'est pas vrai, vous avez quand même construit quelque chose. Ouais, mais si demain Nestor s'arrête, tu vois, en soi, j'aurais rien fait de périn, tu vois. Si je construis une boîte qui est pas rentable et que demain je dois mettre la clé sous la porte parce que moi je considère que j'aurais rien fait. Parce ah ouais que Vraiment? non mais d'un point de vue perso, j'aurais eu une expérience, tu vois. Ouais. L'expérience aurait été clairement, elle est hyper positive pour moi et j'aurais appris énormément de trucs. Mais qu'est-ce que j'aurais fait sinon, enfin, toi, les consommateurs, ils n'utiliseront plus mon produit. Enfin, j'estime qu'à un moment, je suis plutôt dans une logique où quand je lance une boîte qui puisse exister, tu vois, sur du long terme. Je suis pas dans une logique où je veux construire une boîte et la revendre dans 2 ans et me dire que ça va être sympa, tu vois. Et même si je comprends cette logique-là, mais j'aurais l'impression de n'avoir rien fait si je fais ça, tu vois. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des étapes à faire et tant qu'on n'a pas réussi à prouver que le modèle de Nestor était scalable, on n'aura pas fait la mission qu'on avait voulu faire. On n'aura pas fait la boîte qu'on aurait voulu faire. On aurait fait un restaurant qui fonctionne, on aurait fait un bon restaurant de quartier et un bon restaurant parisien, mais on n'aurait pas réussi à faire plus. Aujourd'hui, on en a un peu à ce stade-là, si tu veux. C'est-à-dire que le prochain objectif pour Nestor est de passer d'un bon restaurant de quartier qui fonctionne un peu à Paris à une boîte dans la restauration qui a réussi à dupliquer et à scaler la qualité et l'exécution qu'on a réussi à faire à Paris. Et ça, c'est une autre histoire en fait. Et je pense qu'on en est encore assez loin, tu vois. Parce que ça veut dire mettre en place des outils, des process, tester un peu comment est-ce qu'on va s'acculturer comment est-ce qu'on va s'acculturer à un pays, etc., etc. Donc, je pense que il faut voir un peu le long terme et tout dépend de notre ambition, tu vois. Tu dis quand je lance une boîte, j'ai envie de. Ouais. Avant Nestor, tu as fait un stage chez The Family. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Je pense que c'est con, mais le stage que j'ai eu à The Family, donc c'était en 2014, j'étais entouré de mecs en fait hyper inspirants qui lançaient sa boîte et on voyait en fait tout ce qu'ils avaient construit en 1 an et demi, 2 ans, etc. Et en fait surtout derrière il y avait une logique que je trouvais hyper intéressante et c'est ça qui m'a poussé en fait à lancer la boîte beaucoup plus vite, qui était de se dire concrètement t'as pas besoin d'attendre la fin de tes études pour te lancer et t'as pas besoin d'avoir eu énormément d'expérience pour te lancer. Parce que ce qui va différencier un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur, ça va être sa courbe d'apprentissage. Et ça va pas être son expérience. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé en fait pendant mon stage, parce que pendant des années en cours,
c'est pas ce qu'on t'apprend. On t'apprend qu'il faut finir tes études parce qu'on va t'apprendre comment gérer une boîte, comment faire. Enfin, tu sais, on va diviser un peu la gestion d'une boîte en plusieurs parties, comment faire du marketing, comment faire de la gestion, comment faire du contrôle de gestion, comment faire de la finance, etc. Ensuite, on va te dire qu'il faut faire, qu'il va avoir plusieurs années d'expérience. Si tu peux en faire dans le conseil ou dans la finance, c'est pas mal parce que t'apprends beaucoup. Et ensuite, peut-être que tu lanceras ta boîte, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à The Family que tout ça, c'était des conneries parce que concrètement. Déjà, qu'est-ce que tu as à perdre à lancer ta boîte quand tu es étudiant? Au final, pas grand-chose. Et surtout, qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, quand tu auras un bon poste au BCG, tu accepteras de refuser ce poste-là pour lancer ta boîte et prendre des risques? Et clairement, moi je pense que si j'ai un bon poste au BCG demain, je ne prendrai pas le risque de lancer ma boîte. Parce que j'aurai un confort tel que je n'accepterai pas de faire ça. Et en fait, ce qui m'a frappé à The Family, c'est ce mindset-là qui est de se dire, quand tu as envie de lancer ta boîte et quand tu as une idée pour lancer ta boîte, lance-la maintenant. Et être étudiant, c'est peut-être le meilleur moment pour la lancer. Tu as des risques financiers qui sont plus faibles, ou tu as moins de contraintes financières du moins que si tu as des emprunts à rembourser, si tu as une famille à nourrir, si tu as beaucoup plus de contraintes financières quand tu as 40 ans, quand tu as 15 ou 20 ans. Et surtout, en fait, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, ça rate, tu vois. Au pire, tu as perdu un an de ta vie étudiante et tu as énormément appris sur le tas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est ce que j'ai vu à The Family pendant mon stage, parce que je voyais autour de moi des gens qui étaient dans ce mindset-là, et je me rendais compte en fait qu'ils arrivaient très bien à gérer leur boîte, qu'ils avaient des super boîtes, alors qu'ils n'avaient pas eu des expériences avant qui étaient énormes, tu vois. Et c'est, je pense, le gros apprentissage que j'ai eu de ce stage-là. Et j'ai fini le stage en me disant, ok, il faut que je lance ma boîte demain, tu vois. Et t'as fait ça? Bah, au final, 4 mois après, je suis allé voir Oussama, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de lancer ma boîte. Et on s'est vu en fait avec Ben et Joe, donc mes deux associés. Et on s'est dit, bon, bah, concrètement, on a envie de monter un resto, ça nous fait kiffer, faisons-le, tu vois. Et puis, au pire, ça marche, tu vois. Vous avez dit ça? On a envie de monter un resto? Ouais, au départ c'était un resto, c'était pas l'idée de Nestor, après en parler, elle était un peu différente. L'idée de base qui nous faisait kiffer, c'était de monter un resto à la fin de nos études. Ok. Après, il se trouve que ça demande de l'investissement, etc., etc. La livraison était un peu en vogue, donc nous permettait de limiter les investissements de départ, nous permettait de nous lancer beaucoup plus rapidement. Donc on a bifurqué vers ce modèle de Nestor. Mais C'était pas un choix, c'était une contrainte, quoi. Ouais, c'était limite une contrainte, ouais. De se dire, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous lancer le plus rapidement possible, avec le moins de coûts possible. C'est ouf. Je savais pas ça, je savais pas. Et donc du coup, ouais, on s'est lancé comme ça, en disant au pire ça marche, et on s'était fixé une deadline, je me souviens, quand on a commencé à se lancer, en disant ok, on ouvre le 1er avril. En revanche, si fin novembre, on considère que Nestor stagne, on arrête tout de suite et puis on reprend nos études. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien, toi, de se mettre cette deadline-là, parce que ça te rappelle tous les jours, en fait, ce pourquoi tu te lèves, et ça évite de te rentrer dans la routine de merde, en fait, j'ai du mal, j'arrive pas à avoir la croissance, etc., etc. Et en fait, quand tu n'y arrives pas, tu te dis putain, là, il me reste 3 mois, parce que dans 3 mois, en fait, j'arrête, tu vois. Et cette logique-là, tu vois, par exemple, pour Bruxelles, c'est ce qu'on a. On s'est fixé une deadline, on a dit ok, on a 5 semaines pour défoncer Bruxelles, et si ça marche pas, on arrête. Et c'est con, mais c'est hyper stimulant pour les gens là-bas. Parce qu'ils l'ont oublié au bout de la première semaine, donc ils s'étaient commencé à rentrer dans une routine, ils savaient plus trop comment faire. Je leur ai rappelé que clairement, là, si dans 3 semaines, ils n'y arrivaient pas, ils revenaient la queue entre les jambes et qu'ils allaient devoir expliquer à toute la team pourquoi ils avaient raté, bah, je peux te dire que là, ils étaient comme des balles. Hein. Ils étaient comme des balles. Et en fait, ça te motive à fond de se mettre cette putain de deadline et de se mettre cette date de mort, tu vois. Donc, d'arriver avec très peu de sous et de se dire, ok, je ne mettrai pas plus de fric que ça, et si à telle date, j'ai pas réussi à faire ça, j'arrête la boîte. Bah, au moins, c'est clair. Déjà, c'est clair entre les associés. Et puis ça te met une patate au jour le jour qui est incroyable. C'est une patate ou une angoisse? Non, c'est pas une angoisse. Non, c'est pas une angoisse. Non, parce qu'au contraire, c'est hyper positif. En vrai, c'est beaucoup plus angoissant de se dire, ok, j'ai du mal à trouver mon product market fit et je sais pas quand est-ce que je vais le trouver. Et j'ai pas vraiment de vision de ce qui va m'arriver dans 3 ou 4 mois. Comparé à, ok, si j'ai pas mon product market fit dans tant de mois, j'arrête. Tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. C'est intéressant. Au tout début, donc vous étiez dans la cuisine de The Family, en bas. Ouais. Vous vendiez 2 plats par jour. Ah, même moi, la première semaine, on a vendu 8 repas la première semaine. Ouais. Ouais, bah c'est quasiment 2 plats par jour. Un peu moins de 2 plats. Un peu moins de 2 plats par jour. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Genre, enfin, t'as l'impression que ça sert à quelque chose ce que tu fais ou? En fait, tu te poses pas trop de questions. Enfin, non. Déjà, nous, pour le premier jour, on avait livré un repas. Bon, c'était à un de nos proches. Mais c'est vrai que toute la première semaine, c'était que des gens qu'on connaissait.
Et la première semaine, en fait, le plus frustrant, c'est pas le fait que tu commences à zéro, c'est le fait qu'en commençant à zéro, tu n'arrives pas à gérer ta logistique. C'est-à-dire qu'en livrant 8 repas dans la semaine, on avait quand même réussi à faire 8 retards et des commandes qui n'étaient pas complètes, tu vois. Tu te dis, mais franchement, les mecs sont nazes, quoi. Le gars, il a livré 8 repas, il y avait 5 repas où il manquait l'entrée, le dessert, il y en avait d'autres, c'était avec une demi-heure de retard, mais putain, mais comment. Et on avait fini la fin. Vaut mieux livrer que 8 repas, quoi. Quoi? Du coup, vaut mieux livrer que 8 repas, parce qu'à la fin de la première semaine, on se dit, mais putain, mais comment est-ce qu'on arrivera à livrer 1000, 2000, 3000 repas? C'est pas possible, on n'arrive même pas à livrer 8 repas à l'heure. Et donc, du coup, c'est plutôt ça qui est frustrant. Le reste, tu sais que de toute façon, tu vas commencer à zéro. Et en fait, la logique, elle n'est pas de se dire, ok, je vais atteindre 1000 ou 2000 repas par jour. C'est juste, le lendemain, je vais faire plus que la veille, tu vois. Et en fait, si tu as cette logique-là, que tu commences à un repas ou à 2 repas, de toute façon, tant que le lendemain, tu es à 3, à 4, à 10, à 15, petit à petit, ça avance. Et en fait, à un moment, tu as un déblocage et tu passes assez vite de 20, puis à 40, puis à 50, puis à 100. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé chez Nestor. C'est-à-dire que les premières semaines, on a commencé comme ça. Et on n'avait pas pour ambition de faire 40 repas ou 50 repas le premier jour. On avait juste pour objectif de savoir si le produit qu'on proposait répondait à un marché. Et potentiellement, il ne répondait pas à un marché. On n'avait aucune certitude que ça fonctionnait. Et d'ailleurs, au départ, on n'était pas fixé sur le déjeuner, sur le soir. On n'était pas fixé sur le menu unique. On n'avait pas d'idée préconçue en fait de ce qu'on voulait faire. Et donc, on était plus en phase de test. Donc, en fait, le score que tu vas faire à la fin de ta journée n'était pas hyper important. C'était plus la croissance et ce que disait ta clientèle. C'est marrant parce que quand tu parles de ça, j'ai l'impression que tu réfléchis vraiment en termes de production. Genre, tu passes de 1 à 40, 50 plats par jour. Ouais. Mais il y a la demande derrière. Ouais. Genre, c'était que du bouche à oreille au départ? Ouais. Genre vraiment, et vous, les commandes, genre elles arrivaient comme ça et vous disiez, ok, aujourd'hui il y a 50 repas, il faut qu'on les livre? Non, on allait les chercher avec. Comment? Bah, en gros, tu avais ton répertoire de potes, et puis tous les jours, tu les appelais. Et tu les faisais chier tous les jours pour qu'il y en ait un qui commande. À la fin, ils nous détestaient. Hein. Franchement, je pense qu'au bout d'un an, on n'avait plus de potes. Mais parce qu'on les spammait tous les jours, tu vois. Et puis à chaque fois, tu sais, on disait ouais, machin, celui-là il est vraiment bon et tout, je l'ai goûté. Tu sais, on faisait vraiment notre vendeur à 2 balles de chez Darty, j'ai le même à la maison, tu vois. Et donc, déjà, on a commencé comme ça, mais pendant longtemps. Ensuite, on a et donc ça nous permettait de gagner 1, 2, 3 repas. On forçait nos potes à bouffer avec une autre personne. On allait vendre dans la rue, tu vois. À The Family, on allait vendre à The Family, en haut, en bas, et puis on se fixait un objectif. On se disait ok, hier on a fait 4 repas, aujourd'hui on en vend 5. Et si on n'avait pas vendu notre 5e repas, on s'en fout, on finissait à 16h, on allait le vendre ce 5e, tu vois. Donc on était plus dans cette logique-là. Et après, petit à petit, on a testé des canaux, tu vois. Et donc pendant toute cette phase-là, on testait différents moyens d'attraper des nouveaux clients qui sortent un peu du premier ou du deuxième cercle, tu vois. Et donc, on a testé en faisant des appels à des assistantes ou des assistants de bureau. Que vous trouviez où, par exemple? On trouvait des contacts sur Internet où tu sais, t'appelais le standard et puis tu demandais les trucs. Ou alors, on allait directement dans les bureaux et puis on allait à l'accueil. On distribuait des flyers à l'accueil. On faisait goûter des plats à l'aveugle dans la rue. Enfin, tu vois, on testait plein de trucs. Et puis à un moment, on a testé un premier canal qui était le flyer. Et en fait, on n'était pas très convaincus parce que moi, l'image que j'avais du flyer, c'était le mec qui distribue des flyers pour des sushis avec son casque sur la tête. Et pour moi, c'est vraiment le truc ringard, tu vois, les flyers. C'est le truc des années 90, quoi. Puis c'est pas écolo, quoi. Ouais, c'est pas écolo. Voilà. Mais bon, on se dit, on va tester. Ouais. Pourquoi pas, tu vois. En fait, on teste un jour sur les champs. Et en fait, ça cartonne. Première fois, on distribue des flyers, 7 nouvelles personnes qui testent avec ça, tu vois. Alors qu'on a testé juste une fois pendant 1 heure et demie. Comment vous saviez? Parce qu'on avait mis un code promo. Okay. Et donc on traquait ce code promo. Et donc on se dit putain, top, on continue, tu vois. Et donc ça, c'était plus une personne, c'était les 3 personnes, donc les 3 fondateurs, on flyait tous les matins. Et en fait, on rend compte que ce flyer-là, il nous apporte plein de commandes. Et donc au bout d'une semaine, on se dit ok, maintenant on va scaler ce canal-là et on va recruter 15 distributeurs de flyers qu'on va mettre partout dans Paris, tu vois. Et pendant des mois, en fait, cette distribution de flyers, ça nous a boosté la croissance. Et après, il y avait un autre truc qui était l'envoi de newsletter. L'envoi de newsletter, pareil, on a testé, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. C'est pareil, c'est quelque chose qui est assez agressif. Vous avez scrappé LinkedIn et... Exactement. Et vous avez récupéré 7000 adresses mail. Alors ça, c'est au tout début. En gros, la récupération des 7000 adresses mail, c'est ce qui nous a permis de savoir si on se lançait à l'heure du déj ou si on se lançait à l'heure du dîner. D'accord. Parce qu'au début, clairement, on n'en savait rien, tu vois.
Et même Parce que vous étiez en mode on va créer un resto. ouais, c'est ça. Et en donc, fait, on était même plus persuadés qu'il fallait se lancer à l'heure du dîner qu'à l'heure du déj. Tu vois. On voyait des boîtes, c'était le début de Deliveroo avec Take It Easy, c'était tout sur le dîner, personne n'était sur le déj. Tu vois. Et donc on lance ça et on fait un A/B testing. Et à la moitié, on dit ok, c'est cool, on ouvre à l'heure du déjeuner. Et l'autre, on dit on ouvre à l'heure du dîner. Et il se trouve qu'on a eu 3 fois plus de résultats sur le déjeuner que sur le dîner. Et on s'est dit, bon, bah, très bien, on va se lancer sur le déj. Et en fait, à chaque fois, toute la logique depuis le début a été de se dire, on fait tester le client et on voit ce qu'il nous apporte. Le menu unique, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu des retours des clients qui nous disent, franchement, c'est cool, mais on comprend rien du tout à votre offre. Il y a des entrées, des plats, des desserts, je m'y perds, je connais pas le prix. Enfin, franchement, je comprends rien, c'est pas clair. Parce que tu pouvais composer ton menu toi-même. Ouais, tu peux toi-même. composer ton menu toi-même. D'accord. Et donc on a simplifié, on a dit ok, maintenant vous composez plus, on voit ce que ça donne. Et du jour au lendemain, pareil, les ventes ont décollé. Tu vois. Et donc cette logique-là, ça nous a permis en fait de pouvoir réagir assez rapidement et de surtout prendre les décisions qu'il fallait par rapport à la demande des clients. C'est-à-dire que quand on lance sa boîte, du moins surtout avant qu'on ait testé le produit avec le client, on a souvent l'idée de la boîte, tu vois, avec toutes les features possibles. Toi, quand tu penses à Facebook maintenant et pas au Facebook du début, tu vois, qui était une sorte de MVP. Et le problème, c'est que du coup, tant que tu n'as pas confronté ton produit à ton client, tu te retrouves dans un funnel de prod où tu penses à réfléchir à des features alors que tu sais même pas si ton produit va correspondre à un besoin, tu vois. Et au début, on était un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire que de janvier à fin février, on était en train de se prendre la tête sur est-ce qu'il faut avoir des menus de telle façon, est-ce qu'il faut telle ou telle feature. Et à un moment, on a rencontré Oussama qui dit mais attendez, mais vous vous prenez la tête, vous vendez des menus en fait. Vous êtes un restaurant. Donc dans un mois, vous vendez des repas, vous faites le truc le plus simple, et après on en discute, tu vois. Et c'est vrai que cette logique-là, elle est bonne. C'est une logique qui est de se dire, concrètement, la feature, c'est le client qui va me le dire, ce qui est important ou pas. Et le fait de se dire ça te permet de gagner des mois. Parce que plutôt que de se prendre la tête pendant 3 mois pour sortir une feature, ce qui potentiellement ne répondra à aucun besoin, et ben t'attends d'abord d'avoir les besoins de tes clients qui vont dire attends, là ça me fait chier de pas avoir ça. Et après tu te débrouilles pour très rapidement sortir cette feature-là, tu vois. Par exemple, typiquement les titres restaurants, on l'acceptait pas au début, on savait pas que c'était un besoin. On a attendu d'avoir plein de clients qui nous fassent la demande d'accepter les titres restaurants pour qu'on l'accepte. Ou pareil pour le rajout d'autres créneaux de livraison, ou pareil pour le rajout d'un créneau de livraison en moins de 20 minutes, etc. Tu vois. Plein de clients, c'est quoi? C'est qu'à un moment, en fait, tu te rends compte que au début, c'est compliqué tu vois, de le faire d'un point de vue quanti, parce que quand tu livres 15 ou 20 repas, mais c'est quand tu vois que potentiellement tu pourrais faire plus 20 ou 30% uniquement à cause de ça, tu vois, et que tu perds de la croissance avec ça. Et aujourd'hui, tu vois, cette logique-là, on l'a encore, c'est-à-dire que tous les retours que nous font un client sur une feature, sur une recette ou autre, tout est stocké et ça nous permet de pouvoir mesurer par features le nombre de demandes. Et ça nous permet de prioriser les demandes. Et donc on va être capable de savoir que telle demande, il y a tant de clients qui nous ont fait la demande, et donc c'est celle-là qu'on va traiter en prio. En revanche, celle-là, cette dernière demande qui a l'air d'être plutôt sexy, que moi je trouvais cool, bon en vrai, il y a personne qui la demande vraiment, donc elle n'est pas prio et on attend qu'il y ait plus de gens qui nous la demandent. Et ça te fait gagner un temps fou en fait, parce que tu es beaucoup plus efficace dans la construction de ton produit au jour le jour. Mais au début, les gens te font des feedbacks directs ou tu leur demandes? Non, tu leur demandes. Tu les appelles tous les jours. Appelles, en gros, tous les jours. Bah, de toute façon, quand tu livres 2 repas par jour, si tu n'es pas capable d'appeler les 2 clients qui t'ont commandé. Mais c'est intéressant parce que ça peut paraître contre-intuitif. Tu te dis, je vais créer un produit comme Nestor où les gens vont pouvoir commander en ligne. Je vais être dans ma cuisine tranquille à faire mes plats et puis next quoi. Ouais, mais parce que au début tu sais pas vraiment ce que tu vas vendre comme produit. Donc tu sais pas concrètement quel type de plat tu dois proposer, quel type de livraison tu dois proposer, où est-ce que tu peux t'améliorer au niveau de l'expérience client. Et t'as pas suffisamment de data et en fait le client quand tu as 2 ou 3 clients, potentiellement si tu as 10% de tes clients qui te font un retour en règle générale, bon bah quand on a 3, tu as 0,3 personnes par jour, donc en fait tu peux pas les avoir et tu as besoin d'avoir ce retour hyper vite. Donc tu les appelles, déjà tu crées de l'affect, tu es capable de transformer ce client-là en ambassadeur qui va propager vraiment l'offre autour de soi. Et je pense que ça a été aussi un gros vecteur de croissance avec Nestor. C'était de travailler avec ces clients-là qui deviennent des vrais ambassadeurs et des vrais fans de Nestor. Et surtout, ces personnes-là vont te faire des retours qui vont être hyper pertinents pour toi, pour ta boîte. Tu vois. Et Nestor s'est construit par ces retours-là et on allait les chercher parce que clairement... le gars, il n'a pas forcément le temps de prendre 15 minutes pour t'appeler, pour t'envoyer un mail. Il y en a toujours qui le font.
C'est normal parce que les premiers clients, ça va être tu vois, les mecs que tu as évangélisés. Donc ils vont toujours être enclins si tu vas te faire des retours. Mais il faut que tu aies 100% des gens qui te fassent des retours pour que tu puisses avancer, je pense. Pas rester avec les 20 ou 30% des gens qui vont te faire des super retours, qui vont te dire que c'est incroyable, etc. Oui, parce que sinon tu te perds et enfin, ouais, t'as pas le spectre entier, quoi. Il y a un truc sur lequel tu as écrit assez récemment, et c'est un truc qu'on partage tous les deux, c'est que tu es jeune. Ouais. Tu étais jeune quand tu as commencé. Comment ça s'est traduit dans ton rapport aux autres, ce truc-là? Ouais, c'est un point qui est assez marrant parce que, en fait, quand justement j'avais fait ce stage à The Family, j'étais convaincu à la fin de ce stage qu'on pouvait lancer sa boîte en étant jeune. Et j'avais des exemples concrets en fait de mecs qui étaient jeunes et qui avaient réussi à lancer leur boîte. Donc pour moi, j'étais vraiment intimement persuadé que l'expérience, ça jouait pas pour grand chose. Et le problème, c'est quand tu lances ta boîte et que tu as 21 ans, l'image que tu donnes aux autres, elle est toujours différente. Déjà, l'image que tu donnes aux autres quand tu dis je vais lancer ma boîte et que tu as 21 ans, c'est toujours le ok, il est en train de jouer dans le bac à sable, tu vois. Et bizarrement, quand quand un mec a 45 ans et qui te pitch la même idée, ça a toujours l'air plus sérieux, tu vois. Et c'est vrai que la crédibilité que tu dois acquérir, elle va être beaucoup plus compliquée quand tu es jeune que quand tu as de l'expérience. Donc tu dois l'attraper et tu dois récupérer cette légitimité en fait uniquement par les résultats. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite, que ce soit par nos proches, en fait, qui au début avaient l'impression que c'était un peu un projet étudiant lambda, mais qui avait peu d'ambition, ou même, tu vois, les banquiers. Les investisseurs, les fournisseurs, etc. Ils te regardent toujours avec un œil un peu en mode bon, il est marrant, mais est-ce qu'il est vraiment sérieux en fait quand il me parle? Est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'en fait c'est un énième projet étudiant qu'il est en train de lancer, qui va arrêter dans 2 mois parce qu'il préfère faire la fête, tu vois? Et ça c'est assez compliqué parce que pendant plusieurs mois tu dois lui rabâcher que oui c'est sérieux, que tu as lancé sa boîte, que c'est une vraie boîte et que le seul moyen d'arriver à prouver cette légitimité c'est par le résultat. Et c'est un peu la même logique que, si tu veux, les femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ont un peu ce problème-là aujourd'hui. C'est en train de changer, mais tu as toujours cette logique de dire qu'un mec qui est jeune est toujours moins sérieux qu'un mec qui est vieux. Et c'est quand même pas normal, tu vois. Et comment tu le ressens, toi, en perso, genre cette histoire de légitimité, tu vois? Il y a des moments où tu doutes ou tu as toujours une confiance pleine Enfin, là maintenant c'est moins le cas je suppose parce que non mais si tu doutes tout le temps, si même aujourd'hui je pense que tu peux toujours te retrouver face à des gens, enfin, tu vois c'est con mais tu te retrouves face à un rendez-vous avec des fournisseurs, des prestataires ou autres, t'as toujours la petite remarque, le mec qui va te taper sur le dos en mode ouais c'est bien, j'aime bien les petits jeunes qui font qui lancent des petits projets étudiants, tu vois, et avec un air un peu condescendant, tu vois. Ok, on n'est pas une grosse boîte, on n'est pas une boîte du CAC 40, très bien, mais on aimerait aussi être pris au sérieux, tu vois. Et c'est pas parce que on lance une start-up qu'on n'est pas sérieux, c'est parce qu'on lance une start-up jeune qu'on n'est pas sérieux. Je pense que clairement tu doutes parce que tu te poses forcément des questions en fait quand tu te retrouves face à ce cas-là et te dire est-ce que concrètement si les mecs se disent ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Est-ce qu'ils n'ont pas raison dans une certaine manière à penser que l'expérience joue. Et c'est vrai qu'avec le recul je pense que là, si je relançais Nestor aujourd'hui, avec les 3 ans d'expérience, je serais beaucoup plus efficace. Il y a plein de conneries que j'aurais évitées. Mais énormément, tu vois. Et ne serait-ce que, tu vois, la connerie de la frugalité et de la gestion du cash que j'ai faite à un moment. Il y a 900 000 balles que j'aurais beaucoup mieux géré et j'aurais potentiellement mieux géré ma boîte là-dessus. Mais je pense que, est-ce que j'aurais eu la même rage, la même hargne? Est-ce que j'aurais pris les mêmes risques que ce que je pourrais prendre dans 15 ans ou dans 20 ans? Et ça, je pense pas, tu vois. Et je pense que la force d'un jeune, elle se joue là-dessus. C'est que c'est un mec qui a tellement rien à perdre, parce qu'on lui a tellement dit qu'en fait, c'était pas sérieux de lancer sa boîte quand on était jeune, qu'il va se défoncer, mais beaucoup plus que quelqu'un qui a d'expérience. Et il a tellement rien à perdre aussi, qu'il va être capable de prendre des risques qui vont être inconsidérés pour quelqu'un qui a 40 ans, qui est en train de quitter son job, qui a une femme, des enfants, des emprunts à rembourser, etc. Tu vois. Et je pense que c'est ça la beauté qu'a un jeune. Et c'est-à-dire que c'est clairement plus risqué, je pense, pour un investisseur ou pour quelqu'un qui va travailler avec un jeune, de travailler avec lui. Parce que oui, on ne sait pas gérer notre boîte, oui, on a le risque qu'on puisse devenir flambeur, qu'on puisse prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Mais en revanche, si ça marche, il y a un potentiel qui est beaucoup plus important parce que le mec a une ambition qui est délirante, parce qu'il est totalement inconscient en fait. Tu fais des trucs inconscients quand t'es jeune, tu vois.
Et je me rends compte de trucs qu'on a fait. Tu vois, quand on a signé un chèque auprès de notre propriétaire, alors qu'on n'avait pas encore les fonds, parce qu'on savait que c'était le seul moyen d'arriver justement, d'ouvrir cette cuisine-là, et qu'on lui a dit, écoute, le chèque, tu l'encaisses dans 3 mois et on se débrouille. C'était inconscient en fait de faire ça. On n'avait pas les fonds, on n'avait aucun moyen de savoir quand est-ce qu'on allait les avoir, mais on savait pertinemment que si on n'ouvrait pas cette cuisine-là dans les 2 mois, eh ben on n'avait pas de croissance et à ce moment-là on rentrait à la maison, tu vois. Et ça on l'aurait pas fait à 30 ans ou à 40 ans parce que tu prends des risques qui sont beaucoup plus importants. Et cette inconscience-là, elle te permet d'aller hyper vite. Et je pense que c'est le point hyper positif quand tu es jeune. C'est quoi quand t'as ces doutes, ces problèmes de légitimité, à quoi tu te raccroches pour continuer? C'est la rage? Ouais, en fait, c'est de se dire que pareil. En gros, il y a toujours quelque chose que je me dis, notamment lorsqu'on est dans des moments un peu compliqués pour Nestor ou quoi que ce soit, j'en sais rien, d'un point de vue cas. Enfin, t'as toujours des moments plus ou moins durs dans la vie d'une boîte. Et la logique qu'on se dit à chaque fois et qui est partagée, tu vois, avec Ben et Joe, c'est de se dire, en fait, j'aurais vraiment le seum si ça s'arrête là, tu vois. Parce que j'aurais l'impression d'avoir travaillé 3 ans pour rien. Et donc du coup, je vais y aller, et puis je vais y aller à fond. Et si ça marche pas, j'ai envie de me dire que j'ai tout tenté et j'ai tout fait pour y arriver. Et que clairement, c'était juste trop gros pour moi, ou j'avais pas les épaules pour. Mais c'est un peu cette rage-là, tu vois. Et ce côté où tu veux rien lâcher parce que t'as pas envie d'avoir les regrets après. Ça, on se le dit tous les jours, tu vois. Et on allait même plus loin dans cette logique-là. Et je sais que il y a un peu de logique et 2 écoles par rapport à ça, qui est la question de un fondateur, à partir de quel moment il doit se payer et quel montant il doit se payer. Nous, on a toujours été assez radical là-dessus, qui était de se dire que moins on pouvait se payer, mieux c'était, et plus on pouvait se mettre en danger, mieux c'était. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on s'est pas payé. Ensuite, on s'est payé un demi-SMIC. Aujourd'hui, j'ai le salaire le plus faible de la boîte, tu vois. Mais parce que, en fait, j'estime que c'est ça qui me donne la rage. Parce que concrètement, si Nestor plante demain, je pourrais même pas dire, ok, j'ai gagné ma vie pendant 3 ans, tu vois. C'est juste que pendant 3 ans, j'aurais créé une boîte, j'aurais galéré et je me serais foutu dans la merde. Et en fait, ça me le rappelle, tu vois. Alors que si potentiellement je gagne super bien ma vie et que je commence à avoir un salaire qui est conséquent et que je commence à avoir un certain confort, bah, au final, que Nestor plante ou pas demain, tu peux toujours te dire, ok, c'est bon, j'ai mis un peu de côté, je pourrais me trouver un autre projet, etc., etc. Là, en fait, c'est ta survie, tu vois. Tu te dis que si Nestor plante demain, toi, ça va te foutre dans la merde, tu vois. Et ça te fait flipper? Non, ça me fait kiffer. Ah ouais? Ouais, ça me fait kiffer parce que c'est ça qui me dit que concrètement, il faut que je me donne à fond, tu vois. Et c'est ce côté un peu risqué qui dit, bah tu vois, là, je me suis marié il y a 1 an, j'ai un fils depuis 3 semaines. Concrètement, merci, j'ai pas fait grand chose, tu sais. Mais tu vois, à vous deux du coup. Mais tu vois, clairement, si Nestor plante, bah on se foutrait dans la merde, c'est vrai. Et on se pose régulièrement, je me pose régulièrement avec ma femme, tu vois, là-dessus. Mais c'est ce côté un peu risqué qui me donne l'envie de me défoncer, tu vois, tous les jours. Et même les moments où ça va mal, de me dire qu'en fait, j'ai juste pas intérêt à me planter parce que sinon, en fait, je vais me foutre dans la merde. Non seulement j'aurais le seum parce que j'aurais rien gagné au bout de 3 ans et je me serais foutu dans la merde pendant 3 ans. Et surtout que d'un point de vue perso, j'ai pas intérêt à que ça plante, tu vois. Et donc, je vais tout faire pour que ça plante pas. Comment ça se passe entre vous trois? Les prises de décision et tout ça, vous vous concertez tout le temps ou comment vous... Ça dépend. Je pense que les décisions qui doivent être rapides, qui impactent, je pense, uniquement un pôle qui est géré par un de nous trois, bon, bah voilà, on le fait. En revanche, quand c'est des décisions importantes sur la boîte ou autre, on va se poser. En fait, on va se retrouver tous les jeudis soirs, on se fait un resto tous les trois. On va se poser, parce qu'on n'a pas le temps en fait de se poser pendant la semaine, donc on va se poser sur la gestion de l'équipe, notre manière de manager au quotidien, tu vois, la partie culture, etc. Ça on le fait tous les jeudis soirs, et puis des points un peu touchy sur lesquels on aimerait se poser, sur lesquels on a envie vraiment de prendre le temps de réfléchir et de prendre une décision à 3 et pas forcément une décision à la va-vite. Donc ça on le fait tous les jeudis, et ensuite tous les 2 ou 3 mois, on se prend un week-end tous les 3. On part dans un endroit où il n'y a pas internet, il n'y a rien, si tu veux, on peut pas faire autre chose que de se parler, tu vois. Et puis si on se tape, si tu veux, mais il faut qu'on se parle tous les 3. Et à ce moment-là, on parle de 3 choses. On parle de concrètement notre vie perso, comment est-ce qu'on se voit dans les mois, dans les années à venir,
parce que tu vois, on peut avoir des vies perso qui peuvent être différentes. Comment on voit Nestor dans les mois et dans les vies à venir, et comment est-ce qu'on voit sur du court terme ou en règle générale, comment est-ce qu'on veut construire la culture de Nestor sur du moyen terme. Et donc on se pose là-dessus et on prend un week-end sur ça, on parle que de ça et rien d'autre. Et c'est hyper bien. C'est con, mais quand on a commencé à faire ça, on a commencé à se poser des vraies questions, tu vois, que tu te poses au début quand tu as le temps et que tu as lancé ta boîte sur concrètement qu'est-ce que je vais faire de ma boîte. C'est le moment où tu réfléchis sur le pack d'actionnaires, etc., etc. Après, tu t'arrêtes de te poser ces questions-là parce que tu es pris par la croissance. Et je pense qu'à un moment, quand tu veux structurer ta boîte et que tu commences à être 15, 20, 30, 50, 60 et que tu as besoin de construire une culture, tu as besoin d'avoir une vision commune, tu as besoin de te retrouver en fait à un moment qui sort un peu de l'opérationnel et du quotidien et de se poser ces questions-là qui sont hyper importantes. Est-ce qu'on est encore en phase? Est-ce qu'on n'est pas en phase? Si on n'est pas, on essaie de comprendre et qu'est-ce qu'on veut construire comme boîte demain, tu vois. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? Bonne question. Je pense que c'est transformer radicalement un secteur et apporter quelque chose de nouveau dans la manière dont on gère une boîte. Je pense que c'est important aussi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on peut notre logique, elle n'est pas simplement dans le produit qu'on fait, mais elle va être aussi dans la manière dont on gère notre team et dans la culture qu'on va mettre en place. Et pendant des années, pendant des décennies, on a raisonné, on a géré des boîtes d'une certaine manière, qui avait souvent un peu le même template. Potentiellement, il faut raisonner de manière différente. Et la restauration, c'est pareil. C'est-à-dire que la restauration, elle n'a pas changé depuis 10 ans. On nous propose concrètement la même mère depuis 10 ans, les mêmes sandwichs, les mêmes plats préparés à réchauffer, les mêmes plats surgelés, les mêmes fast-food qui sont insipides. Nous, ce qu'on veut changer, c'est radicalement les choses là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu devrais plus avoir à choisir entre un repas sur le pouce et un repas qualitatif. Et donc pour ça, s'il faut changer une offre et avoir une offre qui soit radicalement différente, mais qui permette de répondre à ce problème-là, eh bon, on le fera. Très bien. Merci beaucoup, Six. Merci beaucoup.